Hallo iedereen, goedemiddag, goedemiddag, bonjour à toutes et à tous. N'hésitez pas à ouvrir vos caméras, c'est plus sympa en cette période Covid de voir les visages de tout le monde, si vous voulez bien. Bedankt om uw camera te openen, dat is toch aangenamer voor iedereen om elkaar te zien in deze Covid-periode. Bedankt aan al de mensen die hier zijn, die aanwezig zijn. Dus er zijn collega's van Dokters van de Wereld, er zijn vrijwilligers. Er zijn collega's van andere instellingen. Donc, il y a des collègues d'un peu partout et c'est un plaisir de vous voir là. We hebben een beetje geaarzeld voordat wij beslist hebben om nog eens een lunch de l'info te organiseren. We brengen allemaal onze ganse dagen door op Zoom. En dus voilà, dat was nog een extra Zoom-evenement. Maar toch is het wel de moeite waard, denk ik. En het aantal deelnemers is wel het bewijs dat Marine een heel goed idee heeft gehad. Donc le fait, on a hésité à lancer ce lunch de l'info, mais en voyant le nombre de participants, on voit que ça fait sens. Donc, merci à vous d'être là. Bedankt aan Rita Baten om hier te zijn. Rita Baten is een socioloog van de l'Institut social européen, une institution très très importante. Et Rita est spécialisée dans justement le lien entre l'Europe et les santé publiques nationales. C'est bien un thème qui était à l'actualité cette année avec le Covid et la réponse européenne à ce problème de Covid. Et depuis un certain temps, elle travaille sur l'enjeu de l'accès à la santé, avec d'autres collègues à travers l'Europe, et donc avec un regard plus particulier sur la Belgique. Elle est membre de l'Assemblée générale de médecins du monde, donc elle n'est pas très loin de nous. Et donc, le but d'aujourd'hui, c'est de présenter le dernier rapport qu'elle a fait. Dans l'invitation, vous avez vu tous les liens sur ce rapport, sur l'enjeu de la santé en Belgique, et on voit qu'on n'est pas spécialement le meilleur élève de la classe. Dus Rita is lid van de Europese Observatorium, Sociaal Observatorium. Sorry, ik ken die namen niet. Zij werkt specifiek aan de link tussen de Europese Unie en gezondheid en bijzonderlijk toegang tot zorg natuurlijk. En elke jaar produceren zij een rapport over die luik van toegang tot zorg en bijzonderlijk dus over België. We zijn geen goede leerling in de Europese klas en dat gaat zij nu ons voorstellen. We hebben wel een taalprobleem binnen deze organisatie. Er zijn veel... Dus we hebben een compromis à la Belge gevonden. Dus Rita gaat wel Nederlands spreken, maar de slides die ze gaat voorstellen zullen wel in het Frans zijn. Is dat zo, Rita? Nee, andersom, sorry. Ja. Dus, sorry. Slides in het Nederlands, sorry voor de Nederlandstalige collega's die hier zijn. En Rita gaat wel Frans spreken. Bedankt ervoor, Rita. Ik laat u het woord, misschien. En dus we hebben 30 minuutjes voorstelling en daarna debat of zoiets? Ja, ik heb een beetje meer dan 30 minuten, 45 Dat is goed, prima. Maar ja, jullie mogen mij stoppen op het ogenblik dat je denkt van nu is... Prima, goed. Om de vragen te stellen, donc pour poser les questions, het gemakkelijkst is via de chat, hein? De kleine chat-icoon. Maar ik denk dat nu iedereen die Zoom-chat-icoon kent. Dus dat is gemakkelijker. Misschien na de 45 minuutjes voorstelling van Rita, dus vragen te stellen in de chat. Donc, Rita va parler 45 minutes et puis vous aurez l'occasion de poser des questions. Le plus facile, c'est de le faire à travers le chat et Marine et moi, on essaiera de modérer un peu les débats pour ça. On en a jusqu'à 14h, donc n'hésitez pas à manger. Veillez bien à ce que votre micro soit muted pour ne pas déranger la présentation de Rita. Et voilà, je vous souhaite un excellent lunch de l'info. Het woord aan jou, Rita. Nog hartelijk bedankt om hier met ons te zijn. Dank u wel voor de uitnodiging. Merci pour l'invitation, Médecins du Monde. Je vais en effet essayer de faire ma présentation en français, même que si je ne suis pas francophone, donc si la terminologie n'est pas toujours exacte, vous pouvez bien intervenir. Oui, donc je vais présenter les résultats d'une étude qu'on a faite pour l'INAMI l'année passée. On l'a publié début 2020. C'est moi avec Sophie Sess, une collègue qui travaille aussi à l'UCL.
sur les inégalités d'accès aux soins de santé en Belgique. On a fait cette étude pour l'INAMI et donc il est disponible aussi sur le site web de l'INAMI et on a une collaboration de beaucoup d'années avec l'INAMI, en effet, sur l'impact de l'intégration européenne sur les systèmes nationaux de soins de santé. Et en fait, on a fait cette étude sur la Belgique sur base des données européennes. Donc, on a commencé par faire des analyses de tous les pays de l'Union européenne et alors on s'est aperçu que la Belgique ne prestait pas trop bien. Et donc, on s'est dit, on a proposé de faire une analyse plus approfondie des raisons des inégalités d'accès aux soins de santé en Belgique sur base des données européennes. Voilà un peu le cadre général. Ce que je propose dans cette présentation, c'est d'abord d'expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude, qu'est-ce qui est la problématique sur base duquel on a commencé à faire l'étude. Puis, je vais expliquer les questions de recherche qu'on a définies, un peu notre méthodologie, la délinéation de notre domaine de recherche, donc qu'est-ce qui était le champ qu'on a recherché, et puis nos résultats. Il y a 4 grandes rubriques des résultats. D'abord, on a comparé la Belgique avec les autres pays de l'Union européenne, puis on a analysé qui a des problèmes d'accès, donc le profil des groupes vulnérables qui ont des problèmes pour avoir accès aux soins de santé. Troisièmement, pourquoi? Qu'est-ce qui sont les obstacles dans le système de soins de santé qui font qu'il y a des groupes qui n'ont pas accès à des soins auxquels ils auront besoin? Quatrièmement, on va explorer pourquoi il y a eu une dégradation dans le temps, pourquoi est-ce qu'il y a eu une augmentation des besoins qui n'étaient pas satisfaits au niveau des soins de santé. Et puis, je vais encore formuler nos recommandations politiques et finaliser, je vais réfléchir un peu sur l'impact potentiel du crise Covid à l'accès aux soins de santé, même si on a fait notre étude avant la crise Covid. Il y a quand même certains de nos résultats qui peuvent mener à des réflexions sur les effets potentiels de la crise Covid. Voilà un peu l'aperçu général. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette étude? Donc, on est parti de 2 constats au niveau européen. Premier constat, c'est que le nombre de personnes qui déclarent qu'ils n'ont pas accès à des soins auxquels ils ont besoin en Belgique, en général, est assez bon. Donc, on a au moyen 2% de la population qui déclarent qu'ils n'ont pas eu accès à des soins médicaux auxquels ils avaient besoin. Mais pour les groupes à faible revenu, le quintile de la population, les 20% avec les revenus les plus bas, les problèmes d'accès sont très élevés, beaucoup plus élevés dans la plupart d'autres pays de l'Union européenne. Et notamment, on est après seulement la Grèce, l'Estonie, la Lettonie et la Roumanie. Donc, on peut dire qu'en Belgique, il y a une importante inégalité d'accès aux soins de santé entre les groupes sociaux, ce qui n'est pas reflété dans cette graphique-ci, mais qui est quand même dans d'autres graphiques qu'on n'a pas projetés, c'est que les inégalités, les obstacles d'accès pour les groupes vulnérables sont surtout des obstacles financiers. Donc, c'est à cause des coûts que les patients n'ont pas accès en Belgique. Il y a d'autres pays dans lesquels il y a d'autres raisons, obstacles qui sont plus importants, par exemple les listes d'attente ou la distance. Donc, c'est plutôt
la disponibilité des services de soins, mais en Belgique, c'est les coûts, les frais pour les soins de santé. Et la Belgique reste donc pas bien en comparaison avec d'autres pays de l'Union européenne. Si on regarde uniquement à l'aspect financier, la Belgique reste encore pire que dans cette graphique ici, et c'est uniquement pire alors en Grèce et en Roumanie. Deuxième constat, il y a eu une augmentation importante des personnes qui déclarent qu'ils n'ont pas eu accès à des soins desquels ils avaient besoin, et ça va contraire à la tendance générale dans l'Union européenne. Donc, si on voit que pour l'Union dans son ensemble, en 2011, il y avait 6,1% de la population qui déclarait 6,1% des groupes avec des faibles revenus qui déclaraient qu'ils n'avaient pas accès aux soins. En 2017, c'était diminué à 3,3%. Au contraire, en Belgique, ça a augmenté dans la même période de 4,8% à 6,9%. Les données sur lesquelles ces chiffres sont basés, c'est l'enquête EU-SILC. C'est une enquête qui est menée dans tous les États membres de l'Union européenne et encore dans quelques autres pays, et qui est surtout focalisée sur income and living conditions, donc sur les revenus et les conditions de vie. Mais il y a aussi certaines questions sur l'accès aux soins de santé et sur la santé. Et donc, les chiffres ici sont sur base de cette enquête-là. Et c'est important, et certainement pour des associations comme Médecins du Monde, je crois, de se rendre compte que ces données-là sont uniquement les adultes. Donc, il n'y a pas les enfants ne sont pas inclus dans l'enquête. Mais c'est aussi uniquement les personnes qui résident officiellement dans le pays. Donc, la sélection des personnes enquêtées, c'est uniquement des personnes avec une résidence officielle qui ne résident pas dans des infrastructures collectives comme des maisons de repos ou des centres pour l'accueil des demandeurs d'asile, par exemple. Sur base de ces constats préalables, on a formulé des questions de recherche qui peuvent se résumer dans les questions suivantes. Tout d'abord, qu'est-ce qui sont les caractéristiques des gens qui ont des besoins qui n'ont pas eu accès aux soins de santé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont les obstacles dans le système de santé qui peuvent expliquer partiellement ces problèmes d'accès aux soins de santé? Et est-ce qu'on peut comprendre pourquoi il y a eu une augmentation entre 2011 et 2017? Voilà, pour essayer de répondre à ces questions de recherche, on a d'abord fait une étude de la littérature, de toutes les analyses déjà disponibles sur la question au niveau européen et au niveau national. On a donc analysé les données statistiques EU-SILC dont je viens de parler tout à l'heure. Et puis, on a fait des interviews avec des acteurs du terrain, avec des travailleurs sociaux et des travailleurs de santé. Et on a sélectionné des services à Anvers, Bruxelles, Charleroi. Pourquoi ces trois pays? Tout d'abord parce que dans ces villes, il y a une concentration des vulnérabilités. Et aussi, c'était une question pragmatique. Et donc, dans ces pays, dans ces villes, on a sélectionné des services sociaux, des CPAS, des hôpitaux, des mutuelles. Et on a fait aussi des interviews avec des maisons médicales, dans plusieurs maisons médicales. C'était des interviews surtout avec des médecins, mais parfois aussi avec des gestionnaires des maisons médicales. Finalement, on a aussi fait un interview de groupe avec un groupe de patients avec des maladies chroniques.
On a déligné notre terrain de recherche sur base de la sélection de l'enquête EU-SILC. Donc, c'est-à-dire, on a focalisé aussi dans les interviews sur les personnes adultes qui ont une résidence officielle en Belgique et qui ne résident pas dans des infrastructures collectives. On se rend bien compte que en faisant cette sélection, on n'a pas étudié certains des groupes les plus vulnérables pour l'accès aux soins de santé, comme les sans-papiers, certaines catégories de sans-abri, des prisonniers et des personnes dans certaines institutions de soins. Mais c'était un choix intentionnel parce qu'on voulait comprendre justement pourquoi des gens qui devraient en théorie être dans le système et qui devraient donc avoir accès ne l'ont pas non plus, ne l'ont pas toujours non plus. Donc, on voulait comprendre pourquoi les chiffres européens augmentent, même si on ne tient pas compte des groupes les plus vulnérables. On s'est focalisé sur les obstacles financiers aux soins de santé. Donc, on n'a pas recherché d'autres obstacles importants potentiels dans l'accès aux soins de santé, comme des caractéristiques personnelles, comme des différences culturelles, de langue ou des caractéristiques psychosociales. Mais on s'est focalisé sur les obstacles financiers, justement parce que dans les chiffres européens, c'était démontré que c'était ça la raison la plus importante pour les gens. Et puis, on a uniquement essayé d'explorer les obstacles qui se trouvent au sein du système de santé. Et donc, d'autres raisons, par exemple, pourquoi est-ce qu'il y a des groupes qui ont des faibles revenus ou est-ce qu'il y a eu des augmentations dans d'autres frais de base pour les personnes comme la nourriture ou les coûts des services publics. On ne l'a pas analysé comme tel dans notre analyse. Tout d'abord, donc, dans nos résultats de recherche, tout d'abord, on a comparé sur base des analyses existantes et de la littérature, où est-ce que la Belgique se trouve parmi les autres pays de l'Union européenne. Si on regarde la division des frais de santé, donc la totalité des frais de santé pour le pays, pour chacun des pays, et on divise ça entre les frais qui sont couverts par les pouvoirs publics et les frais qui sont couverts par des frais privés, alors la Belgique se situe un peu au-delà du moyen. Donc, oui, je ne peux pas utiliser mon curseur. En Belgique, il y a 18% des frais qui sont couverts par les taxes et 61% par l'assurance maladie obligatoire. Et puis, il y a les deux parties de la barre les plus hauts qui sont les frais que les gens payent de leur propre poche, d'un côté, et les frais qui sont payés par des assurances complémentaires et privées. Et en Belgique, la partie qui est couverte, ici ce sont des chiffres de 2016, qui sont couverts par les gens de leur propre poche, c'est 16%. Donc c'est un peu moins que le moyen européen, mais c'est nettement plus haut que la plupart de nos pays voisins, comme en Allemagne, en France, en Hollande, au Luxembourg, c'est entre 10 et 12%. Donc, en totalité, ce n'est pas si mal pour la Belgique, mais si on compare avec les pays voisins, ce n'est pas tellement bien. OK, donc, c'est ce que je viens de dire. Si, puis, on regarde aux données EU-SILC, les données sur base de questions, quel est le pourcentage de la population qui
déclarent que les frais de santé sont une charge importante, alors la Belgique est moins bien que le moyen. En Belgique, pour la totalité des personnes, il y a 15,7% qui déclarent que c'est une charge importante, les soins de santé. Mais pour les personnes qui sont en dessous de qui sont à risque de pauvreté, donc 60% du revenu médian de la totalité de la population, il y en a 25,5%. Ici, c'est un peu similaire au graphique qu'on a montré tout au début, mais c'est uniquement focalisé sur des raisons financières. Donc, ce sont les résultats du nombre de personnes qui déclarent qu'ils n'ont pas eu accès à des soins de santé pour des raisons financières. Et là, la Belgique est juste après la Grèce et la Latvie, je crois que c'est en français, Latvie, l'Italie. Yeah, ok. Donc, là, la Belgique n'est vraiment pas parmi les bons élèves de la classe. Encore une autre étude qui a été faite, et ça c'est une étude spécifique sur les enfants, et qui démontre que les familles dans lesquelles qui déclarent qu'au moins un enfant n'a pas eu accès aux soins desquels il avait besoin. Et c'est aussi la distinction entre la population en sa totalité et puis la population à risque de pauvreté. Et là, c'est clair aussi que pour la Belgique, le pourcentage des ménages dans lesquels il y a des enfants qui ont besoin de soins et qui n'ont pas eu accès dans des ménages à risque de pauvreté, c'est à 7,8%, donc c'est un des résultats les plus faibles de l'Europe. Il faut notamment dire qu'il y a certains pays pour lesquels les chiffres n'ont pas été inclus dans cette graphique parce que le nombre de l'échantillonnage était trop faible. Deuxièmement, qui a des problèmes d'accès aux soins de santé? On vient déjà de le dire, c'est surtout les personnes à faible revenu. Et tous les chiffres que je vais montrer ici, il faut les comparer avec les résultats pour la population dans sa totalité, pour lesquels les besoins non l'accès aux soins qui n'a pas été possible est de 2%, et pour les personnes à faible revenu, c'est 6,7%. Alors, qui a des problèmes d'accès? Ce sont, surtout les ménages dans lesquels il y a un niveau d'activité professionnelle assez faible, donc des personnes qui n'ont pas ou de peu de revenus d'activité professionnelle. Il y a les invalides et les handicapés. Il y a les chômeurs et il y a les personnes qui font du travail domestique. Exception de ces catégories de non-actifs, ce sont les étudiants et les pensionnés pour qui la couverture est assez bonne. Deuxièmement, c'est clair que les besoins non satisfaits sont liés à des problèmes financiers. Pas uniquement sur base du revenu des personnes, mais aussi c'est clair que les personnes qui ont des problèmes pour satisfaire leurs autres besoins essentiels comme la nourriture et le logement ont plus de problèmes pour avoir accès aux soins de santé, et plus particulièrement les personnes qui ont des arriérés
pour payer les frais de services publics comme l'énergie et l'eau, et ou des problèmes pour payer leur logement, dans cette catégorie-là, les besoins non satisfaits sont très importants, jusqu'à 22%. Ici, c'est reflété dans une graphique, un peu les mêmes catégories, mais plus particulièrement, cette graphique montre aussi l'augmentation entre 2011 et 2017. Quelles sont les catégories pour lesquelles il y a eu une augmentation importante? C'est les chômeurs, c'est ceux qui ont une incapacité de travail, ceux qui font du travail domestique, et surtout les personnes avec des ARE pour payer les services publics et payer leur logement. Aussi pour les personnes avec une santé inférieure. Et puis, mais je vais revenir là-dessus, il y a des différences importantes entre les régions en Belgique. Qu'est-ce qui sont les déterminants des besoins non satisfaits? Donc, si on prend les groupes et on les corrige pour d'autres facteurs qui peuvent avoir une influence sur les besoins non satisfaits, alors après cette correction, les groupes qui restent quand même et qui ont un accès inférieur, ce sont les femmes, les ménages à enfants, les ménages avec une faible revenu, les locataires et les personnes avec une santé qui est moins bonne. Il y a moins de risques si tous les autres paramètres sont égaux. Il y a moins de risques, donc pour ceux qui ont avec un revenu, par exemple, égal. Les personnes à l'âge de plus 65, les étudiants et les indépendants. Ça, c'est quand même assez intéressant comme résultat. Ça veut dire que notre système protège généralement assez bien les pensionnés. Et pour les indépendants, c'est intéressant à voir qu'en général, les indépendants sont assez bien couverts. Et c'est un peu contrairement à ce qu'on a trouvé dans nos interviews, où il y a beaucoup de problèmes avec la couverture des indépendants, et je vais revenir là-dessus. Ce qui suggère que dans la groupe des indépendants, il y a des écarts très grands entre des indépendants avec des revenus très hauts, très élevés, et des indépendants qui sont dans des situations précaires et vulnérables. Puis, on a constaté aussi dans les chiffres une amélioration de l'accès pour les malades chroniques. Finalement, on a constaté des différences importantes entre les régions. Les problèmes d'accès se situent surtout en Wallonie et à Bruxelles. Et l'augmentation est aussi surtout en Wallonie et un peu moins à Bruxelles. Et ce constat reste aussi après correction pour d'autres facteurs. Troisièmement, pourquoi est-ce qu'il y a eu, pourquoi est-ce que les gens n'ont pas accès aux soins de santé? Qu'est-ce qui sont les obstacles dans le système de santé qu'on a pu identifier, surtout sur base des enquêtes avec des travailleurs du terrain. Tout d'abord, il y a une catégorie de personnes qui ne sont pas couvertes par l'assurance maladie. Selon l'OCDE, c'est 1% de la population en Belgique. Ce pourcentage semble être assez bas, mais si on regarde de plus près, ce pourcentage est le plus élevé de tous les pays de l'Ouest. Donc, je les ai appelés les UE15, donc les pays qui étaient avant l'élargissement vers l'Est, déjà membres de l'Union européenne. Il n'y a aucun de ces pays dans lesquels
plus qu'1% de la population n'est pas couvert par les systèmes obligatoires sur base de taxes ou sur base d'assurance maladie. En plus, si on regarde ce que ce 1% couvre, on peut supposer que c'est une sous-estimation. Pour nous, c'est un peu un blind spot. Il y a des groupes qui ne sont pas repris dans ce 1%, c'est-à-dire les personnes qui n'ont pas été, qui ne sont pas connues par les mutuelles ne sont pas dedans. Donc, ceux qui ont perdu depuis plus que 2 ans leur droit à l'assurance maladie, et ça peut, par exemple, être les personnes qui ont quitté le pays pour aller travailler ailleurs et qui sont revenus, et les personnes qui ne se sont jamais ou pas encore inscrits à l'assurance maladie, par exemple, des gens qui travaillent en noir ou des nouveaux arrivés qui ne connaissent pas le chemin pour s'assurer. Et donc, oui, ce chiffre de 1%, c'est assez difficile à interpréter. Aussi, il y a certainement des groupes qui sont en dehors de l'assurance maladie, mais qui sont couverts par des systèmes parallèles. Par exemple, des fonctionnaires de l'Union européenne qui ne sont pas dans le 100% qu'on voit ici, mais aussi les demandeurs d'asile qui sont dans un schéma parallèle, par exemple. Voilà, qu'est-ce qui sont les raisons qui nous ont été signalées pour pourquoi les gens ne sont pas assurés dans l'assurance maladie? Il y a un groupe qui n'ont pas payé leur cotisation sociale, notamment des indépendants, parfois parce que c'est un choix voulu, soit parce qu'ils n'ont pas assez de revenus ou temporairement pas assez de revenus, des faux indépendants qui en réalité dépendent d'une espèce d'employeur mais qui n'a pas payé les cotisations, des personnes qui ont demandé le statut d'indépendant sans avoir une réelle activité mais qui veulent avoir un statut de résidence en Belgique, notamment d'autres pays de l'Union européenne. Et parfois, c'est le manque d'information. Ils ne savent pas qu'ils doivent cotiser. Puis, il y a des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas payer leur cotisation, mais qui en réalité pourraient utiliser des schémas d'exception. Mais ces exceptions sont tellement complexes que les gens ne le savent pas, ils ne comprennent pas, et en plus, les services sociaux ne le comprennent pas. On a entendu beaucoup d'exemples de services sociaux qui ne s'y retrouvaient pas pour voir quelles sont les exceptions pour des personnes spécifiques pour pouvoir être couverts par l'assurance maladie. Il y a des gens qui n'ont pas fait les démarches administratives nécessaires par pure négligence, par manque d'information, mais aussi souvent par des problèmes de santé mentale ou autres. Et ça inclut des jeunes, des nouveaux arrivés ou des personnes en situation précaire globalement. Il y a des personnes qui n'ont pas les documents, qui ne peuvent pas fournir les documents pour être couverts. Par exemple, des gens qui ont été à l'étranger et qui n'ont pas rapporté les documents pour prouver qu'ils étaient couverts là-bas. Mais il y a aussi d'autres situations, des employeurs qui sont faillites et les personnes n'ont plus reçu les documents nécessaires, etc. Et puis, il y a une catégorie, je ne sais pas s'il est grande, mais les résultats sont catastrophiques. Ce sont les gens qui sont radiés d'office du registre national parce qu'on a constaté, à vrai ou non, qu'ils n'étaient pas dans leur résidence ou qui parfois n'ont pas quitté le pays ou même n'ont pas quitté leur logement, mais donc qui ont été radiés
du registre. Deuxième obstacle pour avoir l'accès aux soins de santé, c'est les avances dans les soins ambulatoires, donc le manque de tiers payants. C'est notamment le cas pour la kinésithérapie, les soins dentaires et pour les spécialistes, et aussi pour les visites à domicile des généralistes. Quand on compare ce système d'avance dans les soins ambulatoires en Belgique avec d'autres pays de l'Union européenne, on constate qu'il n'y a que 3 pays dans lesquels les personnes doivent avancer les frais pour les soins ambulatoires, et c'est notamment le cas en Belgique, au Luxembourg et en France. Et la raison est que ce sont des pays avec des systèmes de paiement à l'acte. Et donc, les avances des frais, c'est lié au paiement à l'acte. Et donc, voilà aussi la difficulté pour adresser ce problème d'avance de paiement. Le tiers payant a été évalué comme très positif à condition que c'est automatique et obligatoire, notamment pour les consultations des généralistes. Mais si ce n'est pas payé automatiquement, c'est problématique parce que c'est très complexe. Et notre analyse est aussi que si ça dépend de la volonté du prestataire de soins, si le patient a oui ou non droit au tiers payant, alors ce n'est pas conforme avec une politique sociale qui doit pouvoir garantir un droit à la totalité de la population ou d'une population spécifique. Mais ici, ça dépend souvent des prestataires de soins s'ils sont prêts à appliquer le tiers payant. Troisième obstacle aux soins de santé, ce sont les frais pour les soins hospitaliers. Et là, on doit dire, en tout cas moi, j'étais assez étonnée de voir où la Belgique se situe en comparaison avec d'autres pays européens. Tandis que pour la totalité de l'Union européenne, les frais hospitaliers sont couverts soit par l'assurance maladie, soit par les impôts, tax payments, donc le système public couvre dans la totalité de l'Union européenne 93% de frais hospitaliers. En Belgique, c'est 77%. Et les frais hospitaliers sont uniquement moins couverts en Grèce, en Irlande et en Chypre. Et on peut se poser la question, est-ce que le restant est payé par des assurances complémentaires? Et c'est certainement le cas pour une partie, mais il reste le constat qu'une très grande partie est payée par les gens de leur propre poche. Et cette partie, on n'a pas des chiffres comparables de tous les pays, mais parmi les chiffres qu'on a pu trouver, aussi pour les frais que les gens payent de leur propre poche, la Belgique est pire que beaucoup d'autres pays. Si on regarde qu'est-ce qui sont les frais qui sont problématiques pour les gens à faible revenu et les personnes vulnérables, on a pu constater qu'il y a aussi des frais qui sont assez élevés aussi dans les chambres à 2 personnes ou les chambres communes, et aussi pour des ayants droit à l'intervention majorée. Donc, ce n'est pas uniquement pour les chambres isolées et pas uniquement pour les gens qui ont des revenus plus hauts. Et c'est surtout en cas de résidence plus longtemps dans l'hôpital, donc aussi bien les avances que les frais pour les gens qui doivent rester longtemps dans l'hôpital, les frais pour du matériel de soins spécifiques, plus particulièrement pour des prothèses. Et il y a une catégorie qui n'est pas
qui ne s'applique pas tellement souvent, mais qui peut être très élevé, c'est le transport entre hôpitaux qui ne sont pas du même réseau hospitalier. En plus, et c'est peut-être encore le constat le plus important concernant les frais hospitaliers, il y a des hôpitaux, il y a des médecins qui soit refusent des soins à des personnes qui risquent de ne pas pouvoir payer leurs soins ou qui ont des arrêts dans l'hôpital. Et il y a aussi des médecins qui fournissent moins de soins à ces patients que les soins desquels ils auraient besoin. Quatrième obstacle, les tickets modérateurs et les frais de leur propre poche pour la kinésithérapie, les soins dentaires et aussi pour certaines catégories. Il y a aussi les prothèses comme les lunettes, les appareils d'audio et les prothèses dentaires qui sont parmi les catégories de coûts qui ont été mentionnées souvent. Pour les médicaments, on avait des difficultés à interpréter ce qui nous a été raconté pendant les interviews, parce qu'il y a beaucoup d'interviewés qui ont mentionné que les frais pour les médicaments ont augmenté les dernières années. Et ils ont dit que ça a fortement augmenté, tandis qu'au niveau de l'assurance maladie, on ne peut pas constater des réductions de remboursement, etc. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de médecins qui prescrivent des médicaments non remboursés et peut-être même des médicaments pour lesquels l'efficacité n'a pas été prouvée. Il y a aussi la polymédication, donc des personnes qui prennent beaucoup de médicaments, mais les frais pour les médicaments ont été soulevés souvent comme un obstacle important pour l'accès aux soins de santé. Et il y a aussi souvent, on a signalé que pour les personnes qui quittent l'hôpital, les soins, la continuité des soins est coupée parce que les gens ne peuvent pas se procurer les médicaments, ne peuvent pas payer le kinésiste ou ne peuvent pas payer le transport pour aller au prestataire de soins pour le post-treatment. Il faut noter que pour la kinésithérapie, les soins dentaires et les produits pharmaceutiques, la couverture est dans beaucoup de pays pas tellement élevée. Donc la Belgique est parmi le moyen européen. Mais la couverture est mieux dans la plupart de nos pays voisins. En ce qui concerne les tickets modérateurs, il faut aussi noter qu'on évalue l'accès aux soins de première ligne, notamment aux généralistes, qui est assez bon, certainement pour les personnes ayant droit à l'intervention majorée. Et certainement, les maisons médicales jouent un rôle très positif pour assurer l'accès aux soins de santé pour les groupes vulnérables, mais ils ne couvrent que 4% de la population. Cinquième obstacle, la complexité du système conventionnel en Belgique. Il y a, pour les gens vulnérables, ce n'est pas clair la différence entre les prestataires conventionnés et non conventionnés. Même si on comprend le système, c'est difficile pour eux d'identifier les prestataires conventionnés. Et les conséquences pour le choix d'une chambre isolée n'est pas toujours clair pour les personnes vulnérables et n'est pas toujours bien expliqué non plus quand ils entrent à l'hôpital.
En plus, il y a certaines disciplines pour lesquelles il y a une carence de prestataires conventionnés et donc des longues listes d'attente, notamment parmi les dentistes et les ophtalmologues, mais il y a aussi d'autres disciplines qu'on a évoquées pendant les interviews. Alors, si on regarde le système d'intervention majorée, en général, ce système est un outil important pour assurer l'accès aux soins de santé pour les groupes vulnérables. Néanmoins, on a quand même pu identifier certaines faiblesses dans ce système comme il est actuel. Tout d'abord, il y a encore toujours un non-take-up important, donc des personnes qui n'ont pas accès automatiquement à ces droits et qui n'ont pas droit au système, qui ne le connaissent pas ou qui ne font pas les démarches ou qui ne peuvent pas prouver qu'ils ont accès. Il y a eu déjà des efforts importants les dernières années pour améliorer et pour donner plus accès automatique, mais néanmoins, il y a quand même encore un non-take-up important. Puis, il y a des ménages qui sont au-dessus du seuil pour avoir accès au statut d'intervention majorée, mais qui ont des frais importants et en résultat, ils ont leur situation est encore plus difficile que pour certaines personnes qui ont accès au système parce qu'ils perdent beaucoup de droits, même si le revenu n'est pas tellement plus haut que pour d'autres catégories. Et finalement, il y a quand même encore des frais qui restent assez élevés pour des personnes aussi quand ils ont le statut d'intervention majorée. Et on pense aux soins hospitaliers, aux prothèses et produits médicaux et aux produits pharmaceutiques. Il faut noter que si on regarde le système belge et qu'on compare avec d'autres pays dans l'Union européenne, dans 21 des 27 pays de l'Union européenne, des groupes vulnérables sont exemptés complètement des tickets modérateurs pour un large éventail de services de santé. Pas pour tous les services et souvent les médicaments peuvent être exemptés par exemple, mais pour un large éventail de services, ils sont exemptés. Septième obstacle, il y a des divergences importantes dans les politiques des CPS dans le pays. Et ici, on parle, donc nous, on s'est focalisé sur l'intervention des CPS dans la couverture des frais de santé pour les personnes qui sont couvertes par l'assurance maladie. Donc, il s'agit de la couverture des tickets modérateurs ou des frais qui ne sont pas couverts du tout par l'assurance maladie. Et donc, l'approche, la différence des approches entre les CPS est assez importante à ce niveau. Et ça crée des inégalités régionales et même par exemple à Bruxelles, des gens qui déménagent d'une commune à l'autre peuvent tout d'un coup perdre des droits qu'ils avaient avant ou avoir des droits qu'ils n'avaient pas avant. Et aussi, l'intervention des CPS peut être assez compliquée pour certaines personnes. Par exemple, ils ont droit uniquement à des prestataires conventionnés, peut-être ils ne sont pas bien au courant à qui ils peuvent avoir accès, ou il y a des CPS qui limitent l'accès ou le remboursement des frais des hôpitaux publics. Huitième obstacle, la complexité du système de santé. On a pu constater des complexités à tous les niveaux du système. Pour les procédures administratives, pour avoir une couverture et pour avoir une exemption du paiement des primes. L'accès à l'intervention majorée, les procédures pour
avoir accès à l'intervention majorée, le choix du prestataire conventionné, le droit au tiers payant, l'accès au soutien par les CPS et finalement, et important, la digitalisation de l'accès aussi bien aux services administratifs, aux services sociaux et aux services de santé a un effet important sur l'accès aux soins de santé. Est-ce qu'on a pu identifier des raisons pour lesquelles l'accès aux soins s'est dégradé dans le temps, donc de 2011 à 2017? Est-ce qu'on a pu identifier des raisons? En fait, sur base de notre étude, on n'a pas pu identifier des explications pour la dégradation d'accès. C'est-à-dire, on n'a pas trouvé dans le système de santé des droits qui ont été diminués, des tickets modérateurs importants qui ont augmenté, ou des groupes qui ont été exclus. Au contraire, on a fait des efforts et parfois des efforts importants pour améliorer l'accès aux soins de santé. Et donc, notre hypothèse, c'est, mais donc ça on n'a pas étudié dans notre étude, c'est que la diminution de l'accès aux soins de santé est due à une diminution du revenu disponible des ménages après que les ménages ont payé d'autres frais de base comme les services publics, le logement et l'alimentation. Donc, une augmentation des coûts pour d'autres besoins de base ou une diminution des revenus. Mais même si on n'a pas pu constater de dégradation dans le système de santé, il est clair que notre système de santé n'est pas bien outillé pour adresser les problèmes des personnes en situation de vulnérabilité et pour assurer leur accès aux soins de santé. Et en plus, certaines caractéristiques de base de notre système de santé font qu'il est plus difficile pour faire face à ces problèmes d'accès aux soins de santé. Et alors, on pense au paiement à l'acte, qui a donc des implications sur les possibilités d'implémenter un tiers payant, et le système conventionnel. Sur base de nos résultats, on a fait 12 recommandations politiques. On en a fait plus, mais ce sont les 12 les plus importants. Tout d'abord, on invite tous les partenaires, les partenaires politiques et les partenaires qui collaborent dans le système de santé pour avoir une réflexion approfondie sur une couverture universelle de la population, donc de couvrir toutes les personnes qui sont sur le territoire belge. Et on peut bien récupérer, par exemple, des indépendants qui ont les moyens financiers pour payer leurs cotisations, mais ne le font pas. Il faut aller récupérer les cotisations parce que ils sont déjà obligés de payer, mais il y a une partie qui ne le font pas. Et on peut aussi glisser, par exemple, des budgets disponibles dans des systèmes parallèles comme le système pour les prisonniers ou les budgets des demandeurs d'asile et les intégrer tous dans le système de soins de santé. Donc, on invite les acteurs à avoir une réflexion approfondie là-dessus. Deuxièmement, une généralisation du système de tiers payant avec une priorité pour les groupes vulnérables. Troisièmement, une réforme du système d'intervention majorée. On propose que les gens qui ont accès à ce système ont une exemption complète des tickets modérateurs. Il y a des efforts pour améliorer l'accès automatique à ce système, de créer une catégorie supplémentaire des ayants droit
qui ont un revenu un peu plus haut et plus particulièrement de les protéger mieux quand ils ont des frais de santé élevés. Et alors, une introduction des suppléments d'honoraires pour les ayants droit au statut d'intervention majorée. Et cette dernière recommandation est notamment inspirée aussi par ce qui se passe en France, où on a aussi interdit la demande de suppléments d'honoraires à certains groupes vulnérables. Pas de ticket modérateur pour les enfants. Les enfants, il faut les donner priorité pour assurer l'accès aux soins de santé, parce qu'on a vu les chiffres en Belgique qui sont tellement mauvais, mais aussi parce que il se fait, les informations qu'on nous a fournies pendant les interviews, que dans beaucoup de familles, les parents donnent priorité au paiement des soins de santé pour leurs enfants et en même temps ne payent pas leurs propres soins de santé, donc les enfants sont soignés d'abord. Finalement, on propose d'élargir les maisons médicales. Sixièmement, il faut une couverture meilleure pour les frais hospitaliers. En premier lieu, prioritairement dans des chambres communes. Et il faut une discussion approfondie sur comment est-ce qu'on va payer les arrêts de frais hospitaliers des personnes qui n'ont pas pu les faire. En ce moment, dans beaucoup de communes, les gens reçoivent des plans de paiement, mais avec les résultats que souvent, ils ne payent qu'une toute petite partie et le restant n'est pas couvert. Et donc, c'est l'hôpital même qui assume ce manque de recettes et ça mène à des hôpitaux refusant de soigner certains groupes de patients. On propose d'avoir une meilleure couverture pour certains types de soins et on pense notamment à des médicaments, certaines catégories de médicaments non remboursables, mais on n'a pas défini lesquels parce qu'il faut bien sûr que ça soit evidence-based, et aussi pour certains matériels comme les lunettes, les prothèses dentaires et du matériel de soins, du matériel. Oui. Puis, il faut améliorer l'accès aux soins de santé mentale. Et là, ça ne concerne pas uniquement une meilleure couverture des coûts pour les patients, mais aussi une meilleure disponibilité des services. On propose une meilleure transparence dans les frais pour les patients, donc plus de clarté sur le statut conventionnel des prestataires, sur les effets du choix pour les chambres isolées, mais aussi plus de clarité sur les frais que les patients peuvent attendre quand ils vont se faire traiter. Plus de transparence en général sur les frais. Une harmonisation du soutien financier fourni par les CPAS et une meilleure accessibilité des services sociaux, mais aussi des services administratifs, y compris pour des personnes avec des problèmes mentaux ou physiques. Souvent, les gens doivent remplir plein de formulaires administratifs, etc., quand ils sont dans une situation très vulnérable, parce qu'ils sont malades ou parce qu'ils ont un burn-out ou que sais-je. Et donc, c'est justement cette catégorie-là de personnes qui a des problèmes pour être aidées par les services sociaux. Et on plaide pour plus de possibilités pour contact personnel au lieu de contact digital avec les services administratifs et sociaux. Puis on plaide pour une simplification administrative généralisée et si possible au maximum des droits qui sont octroyés automatiquement. Finalement,
encore quelques réflexions sur l'impact du Covid. Sur base de nos résultats, on peut, ce sont des hypothèses, penser qu'il y a certains groupes qui auront, dans la crise Covid, plus de problèmes d'accès aux soins de santé. Et c'est, par exemple, les indépendants qui ne peuvent plus payer leurs cotisations sociales parce qu'on sait que les indépendants sont fortement atteints par la crise Covid. Les personnes qui ont une chute abrupte de leurs revenus, on a pu constater que c'est exactement quand il y a une diminution abrupte des revenus que les gens ont des problèmes importants parce que leurs frais de base pour le logement, etc., ne changent pas. Et donc, ils ne peuvent plus payer leurs soins de santé. Et en plus, ils ont souvent des frais augmentés des soins de santé parce qu'ils ont une chute, parce qu'ils sont, par exemple, malades. Les patients avec des longs séjours à l'hôpital, notamment dans les services de soins intensifs, et on le sait tous, les patients atteints de Covid restent longtemps dans les services de soins intensifs. Oui, voilà les catégories auxquelles on a pensé. Alors, il ne me reste que vous remercier pour votre attention et je suis très curieux de voir toutes les questions, mais je n'en ai pas encore pu voir en ce moment, mais quand j'arrête la présentation, je suis prêt à prendre toutes questions en néerlandais et en français. Si vous voulez avoir plus d'informations, voilà mon adresse email, tout feedback. Oui, j'accueille tout feedback et les rapports, mais je crois que ce lien-là a déjà communiqué aux participants avec l'invitation. Merci beaucoup. Kijk, dat was super interessant. We hebben veel berichtjes gekregen van mensen die super tevreden zijn met deze voorstelling. Ik denk dat het echt de moeite waard is dat die in andere kringen en zo ook wordt gemaakt. Dat was super interessant en dat is altijd heel verrassend. Ik ben nieuw, ik ben Michel Genet, de nieuwe directeur van Dokters van de Wereld. Ik ben nieuw in deze sector en het idee dat wij hebben in het algemeen is dat ons systeem zo stevig en open en zo verder is. En dan, wanneer je aan die cijfers kijkt, dan zit je wel een andere picture natuurlijk. Dus dat was echt interessant, vind ik. Merci pour cet exposé super intéressant. Il y a quelques questions qui sont sorties, mais pas encore beaucoup. Je pense notamment, Rita, des questions sur les frais hospitaliers. Qu'est-ce que ça inclut précisément, puisqu'on sait qu'il y a évidemment toute une différentes catégories de frais hospitaliers et comment est-ce que vous avez pu les comparer avec d'autres pays, justement, étant donné ces classifications parfois un peu différentes. En tout cas, une des questions qui a été posée à un certain moment quand on parlait des hôpitaux et aussi la question, oui, c'est surtout cette question-là que j'ai vue. Première question peut-être, c'est mieux de les poser en écrit, c'est plus facile, Didier. Mais voilà, peut-être Rita répondre à tout ce qui est frais hospitaliers. Oui, pour les frais hospitaliers, donc tout ce qui est les données statistiques, ça vient d'associations internationales. Et pour les frais hospitaliers, c'est notamment des chiffres qui ont été collectionnés par l'OCDE. Et donc, c'est la totalité des frais et on fait la distinction entre ce qui est couvert par le système public et ce qui est couvert par les patients ou par les assurances complémentaires. Et donc, je ne peux pas entrer dans les détails, mais l'OCDE a fait des efforts de comparabilité entre les pays, mais on sait aussi que, pas uniquement pour ces chiffres-ci, mais pour la totalité des chiffres qui font une comparaison internationale, il faut quand même les interpréter avec une certaine prudence, parce que certains pays, oui, la façon dont c'est calculé, c'est country specific. Donc, pour elk land kan
wordt er een interpretatie gegeven aan de guidelines die gegeven worden door de internationale instellingen. Donc oui, on ne peut pas dire que c'est 100% fiable, mais l'OCDE a quand même fait des efforts pour harmoniser au maximum la comparabilité entre les différents pays. Et autre question de Christophe Barbu, un administrateur de Médecins du Monde, qui je trouve est très très pertinente. Est-ce que par rapport à cet enjeu de non-accès d'une partie de la population, et c'est vrai qu'on n'a pas parlé, pareil, enfin vous l'avez évoqué Rita bien sûr, mais de tout le public cible de Médecins du Monde, donc les gens sans papier, etc. Est-ce qu'il y a un parallèle qui a déjà été fait entre les indicateurs de santé, entre ce que vous avez décrit ici, les indicateurs de santé tels que l'espérance de vie en bonne santé, les médianes de survie et ce genre de choses. Donc, est-ce qu'entre cet accès qui semble moins bon que dans les autres pays, est-ce qu'il se traduit par des indicateurs de santé qui seraient éventuellement moins bons aussi? Oui, on n'a pas fait cette analyse-là sur l'effet à la santé, mais on sait qu'au niveau des écarts, les inégalités de la santé, ils sont aussi plus grandes en Belgique que dans beaucoup d'autres pays de l'Union européenne. On n'a pas fait le lien entre ces résultats pour les inégalités de santé et le non-recours à des soins. Mais les mêmes chiffres IOCILT montrent aussi qu'il y a un écart important entre les populations vulnérables et la population en général en ce qui concerne la santé. Ok, merci. J'espère que ça répond à la question de Christophe et il peut reprendre s'il veut. Question de Didier. Pourquoi pas de ticket modérateur à partir de 75 ans? N'est-ce pas encore plus prioritaire que pour les enfants? Oui, on a pu constater dans nos analyses qu'il y a certainement des personnes âgées qui sont vulnérables aussi, mais qu'en général, les personnes âgées sont assez bien protégées en Belgique. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, c'est que les frais de santé pour les enfants sont couverts par les revenus du ménage. Donc, si on a beaucoup d'enfants, on a beaucoup de frais de santé. Et donc là, oui, tout est à discuter et on peut aussi parler des personnes âgées, mais il y a certainement des personnes âgées qui ont des problèmes d'accès aux soins de santé, certainement s'ils sont isolés, n'ont pas de réseau de soutien et aussi quand ils ne sont pas propriétaires de leur logement. Mais comme un ménage doit potentiellement payer pour beaucoup d'enfants, on a estimé que c'était prioritaire de suggérer ça. Voilà. Okay. Est-ce que vous pensez que quand on interdit aux médecins d'appliquer des suppléments d'honoraires vers les groupes vulnérables, est-ce qu'ils auraient tendance à refuser les patients? Est-ce que c'est quelque chose qui est ressorti de vos entretiens? On a fait nos propositions après nos interviews. Donc, on n'a pas vérifié la faisabilité de nos recommandations dans les interviews. Et je dois peut-être aussi mentionner ici et mobiliser les gens qui sont ici autour de la table virtuelle qu'on va, à la demande de l'INAMI et en coopération avec certains des acteurs qui sont ici autour de la table, faire un plan d'action sur l'accès aux soins de santé à la demande de l'INAMI et du cabinet du ministre. Et pour ça, on va aussi faire un stakeholder consultation. Donc, on va faire un online survey pour les parties prenantes concernant les mesures qu'on propose nous, mais pas uniquement nous, les propositions qui ont été formulées dans
beaucoup d'études au niveau belge pour améliorer l'accès aux soins de santé. Et donc, nos recommandations politiques ne sont pas set in stone. C'est une base de discussion. Voilà, et on espère que beaucoup d'autres acteurs contribuent à affiner, à améliorer, à réorienter certaines des recommandations. Il y a par exemple une étude assez récente cette semaine-ci de la KCE sur Equity and Access to Healthcare, qui leurs recommandations partiellement sont similaires aux recommandations que nous on a fait. Ils en font d'autres aussi. Par exemple, pour le maximum à facturer, nous on n'a pas pu constater, conclure, avoir des conclusions claires sur le maximum à facturer, tandis que dans l'approche que la KCE a pris, ils ont pu évaluer aussi la totalité des frais sur base annuelle des groupes vulnérables ou de toute la population. Interessant. We kunnen ook vragen gesteld worden in het Nederlands. Er zijn maar vragen in het Frans, dus op uw gemak op Nederlandstalige vragen te stellen. Donc encore deux, trois questions. Je remonte un tout petit peu. Donc question de Marion. Avez-vous analysé également les données dans l'enquête de santé? Car étonnamment, les chiffres de 2018 sont meilleurs que ceux de 2013 au niveau de l'accès aux soins en termes financiers. Oui, nous, on connaît l'enquête de santé. Leur approche est un peu différente de l'enquête SILC et c'est pour ça qu'il y a aussi des divergences dans les pourcentages des gens qui n'ont pas accès aux soins de santé. Ils ont aussi pris d'autres années. L'enquête SILC, chaque année, l'enquête santé est tous les 5 ans, je crois. Et donc, les résultats ne sont pas tout à fait comparables. Et en effet, dans l'enquête santé, on ne constate pas une augmentation, tandis que dans notre étude, on a constaté une augmentation du non-recours aux soins. On n'a pas fait la discussion entre les résultats des deux études, on n'a pas vraiment une explication claire, mais c'est vrai, les problèmes d'accès qui ont été signalés dans l'enquête santé sont plus élevés, mais l'augmentation n'est pas tellement claire que dans notre étude. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a des solutions qui peuvent venir de l'Europe? Vous êtes bien placé pour le savoir, Rita. Est-ce que l'Europe pourrait, par une directive, demander l'application du tiers payant dans l'Union européenne? C'est apparemment une idée que des parlementaires européens avaient émise lors d'un colloque que Médecins du Monde avait organisé en 2019. C'est une très bonne question. Comme vous le savez sans doute, l'organisation et le financement des systèmes de soins de santé est une compétence nationale. Donc, l'Europe essaie quand même d'avoir des incitations soft pour les États membres dans leur politique de santé. Jusqu'à maintenant et dans le passé, ces incitations ont souvent été pour faire des économies, pour réduire le budget de soins de santé. Ça commence doucement à être complémenté par aussi des incitations pour améliorer l'accès aux soins de santé. Et l'Europe se base pour leur soft governance, comme on l'a appelé, donc pour leur incitation douce. Il se base notamment sur les résultats de l'enquête EU-SILC. Donc, la Belgique est bien sur le radar au niveau européen. Et il y a des échanges avec des acteurs nationaux qui sont interpellés par les instances européennes sur les raisons pour lesquelles la Belgique ne presse pas tellement bien. Donc oui, l'Europe influence et peut influencer.
c'est un risque parce qu'ils peuvent aussi pousser pour des économies, mais dans ce cas-ci, ils poussent aussi pour améliorer l'accès. Mais l'Europe ne va pas dire quelles mesures il faut prendre. Il va dire qu'il faut prendre les mesures. Et alors, si c'est le tiers payant, ils peuvent le suggérer. Par exemple, notamment, l'Europe a dit dans un des country reports, donc un rapport par pays que l'Europe fait dans le cadre du semestre européen pour la Belgique il y a 2 années, je crois que c'était le rapport 2018, ils ont soulevé le bon fonctionnement des maisons médicales. Donc, ils ont quand même signalé des possibilités pour améliorer l'accès aux soins de santé. Parfait. Et puis une question qui a été posée dans les 2 langues. Merci à Didier. Lui dit, OK, on voit la dégradation des chiffres en Belgique, mais qu'en est-il des pays comme de la situation de santé et puis l'accès aussi? Mais est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'en Autriche, en Hongrie, en Croatie, là on est actif d'ailleurs, est-ce qu'il y a vraiment 0% d'inaccessibilité pour les gens? Est-ce qu'il n'y a pas des biais dans les mesures? Est-ce qu'on est sûr que c'est tout à fait comparable? Et c'est vrai que quand on est actif en Croatie, on voit que les choses sont quand même un peu plus complexes que ça, évidemment. Oui, c'est une question très pertinente. Il y a certainement des questions à se poser sur la comparabilité entre pays des chiffres qui sont donnés. Et pour certains pays, par exemple, on s'est posé des questions pour la Bulgarie, où il y a une amélioration soudaine importante d'accès aux soins de santé, tandis que si on parle avec des gens qui connaissent bien le pays, il n'y a rien qui peut indiquer ça. Donc, on peut se poser la question pour la comparabilité avec les résultats de certains autres pays. Mais par contre, certainement, les résultats pour la Belgique en interne, donc la tendance dans le temps et les inégalités dans la Belgique, ça reste assez fiable. Ça, c'est une chose. Et la comparaison avec nos pays voisins et les pays de l'Ouest, y compris l'Autriche, est assez fiable. Ce n'est pas 100% parce qu'il est vrai, l'Europe suggère une formulation de la question. Et alors, dans chaque pays, il y a déjà la question de la traduction. Par exemple, en Belgique, on s'est posé la question, est-ce que la question qui est posée en néerlandais et en français est équivalente? Donc, il y a toujours des problèmes potentiels de traduction et il n'y a pas une harmonisation obligée dans les questions, mais il y a eu des efforts très importants les dernières 10 années pour améliorer la comparabilité des données. Parfait. Donc la question était plus précisément pourquoi est-ce que ça irait moins bien en Belgique et mieux dans d'autres pays, alors qu'on sait que les indicateurs d'égalité de revenus ne sont pas enfin, comment dirais-je, ne sont pas vraiment devenus plus graves dans ces autres pays, en Belgique en particulier. Oui, c'est une bonne question. S'il y a une dégradation des revenus et surtout, c'est notre hypothèse, une augmentation d'autres frais de base, notre système semble ne pas être bien outillé pour faire face à ces problèmes qui se posent. Et là-dedans, je crois que le système belge est plus difficile pour faire face à ces problèmes que beaucoup d'autres pays, et notamment le fait qu'on a un système de paiement par l'acte et de remboursement, tandis que dans beaucoup d'autres pays, on a les services de santé sont couverts in kind, in nature, comment est-ce qu'on dit en français? Nature.
en nature et ça donne beaucoup plus de facilité pour assurer l'accès aux soins de santé pour des personnes en difficulté. Ok. Christophe Barbu toujours dit, le docteur Barbu dit, est-ce qu'il y a un biais lorsque la qualité globale diminue? Est-ce que du coup l'accessibilité peut augmenter? Lui a l'air de dire que oui, mais est-ce que vous... Oui, non, ça c'est sûr. L'enquête Silk ne tient pas compte de la qualité des services de santé. Et on n'a pas étudié, mais je suppose la qualité des services individuels en Belgique est meilleure qu'en Bulgarie, par exemple. Je ne crois pas que l'intégration des services et la multidisciplinarité, etc., il y a beaucoup de faiblesses à ce niveau-là en Belgique. Mais oui, ce n'est pas parce que les gens ont accès qu'ils ont accès à des soins de haute qualité. Est-ce qu'il y a un trade-off à faire entre la qualité et l'accès? Comme les États-Unis, par exemple. Comme les États-Unis, mais où la qualité en général y est, mais l'accessibilité est évidemment très... Oui, oui, oui. Ça dépend aussi de comment on définit la qualité. Par exemple, dans beaucoup de pays qui ont un système qui est payé en nature, le coût total du système n'est pas tellement élevé. La qualité peut être assez bien, mais le choix, c'est le libre choix des patients qui est moindre. Donc, les patients worden door het systeem geleid. Donc, ils ont leur généraliste qui doit envoyer vers le spécialiste. Ils doivent aller dans des hôpitaux spécifiques. Donc, c'est surtout le libre choix qui est affecté et en plus aussi le temps d'attente. Et alors, on peut discuter, est-ce que ce sont les temps d'attente pour des soins essentiels et urgents ou est-ce que ce sont des temps d'attente pour des soins qui peuvent attendre? Chez nous, on peut assez vite aller chez tout prestataire et avoir les soins desquels on a besoin. Donc là, il y a un trade-off à faire, je crois, oui. C'est clair, c'est évident. Je crois qu'on va clôturer petit à petit. Il y avait une question, mais peut-être vers vous, Rita, ou vers Marine. Est-ce qu'on peut avoir les slides, partager les slides? Oui, aucun problème, oui. Parfait. Je pense que les slides sont juste en néerlandais ou vous avez aussi une version française? Je n'en ai pas, non. Non, mais ça, pas de problème. On l'envoie en néerlandais. DeepL existe pour les gens qui ne connaissent pas. Donc voilà, je peux juste remercier à la fois toutes les personnes qui ont assisté à cette super intéressante présentation. Bedankt aan iedereen die deelgenomen heeft aan deze super interessante voorstelling. We gaan dat nog eens regelmatig organiseren. De volgende gaat in januari door. Marijn kan misschien een paar woordjes daarover zeggen. En natuurlijk hartelijk bedankt aan Rita, dat was echt super interessant. En ook het feit dat het in het Frans was, bijzonderlijk bedankt natuurlijk. Merci particulier d'avoir fait en français, bien sûr. Marine, un petit mot pour la prochaine? Non, je pense que tout a été dit. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir participé et un grand merci à Rita. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui ont dû quitter maintenant. Ouais. Qui ont exprimé sur la qualité de l'exposé, donc un tout grand merci. Et du coup, on va vous tenir au courant pour les prochaines formations en ligne, pour les prochains lunchs de l'info par email. Et donc, on fera suivre le PowerPoint de Rita aux personnes qui s'étaient inscrites. Et alors, toute la présentation a été enregistrée. Oui, on aurait dû le dire avant, désolé. Pardon. Et donc, on vous enverra le lien aussi vers la formation. Comme ça, vous pourrez peut-être la transférer à vos collègues si certains n'ont pas pu, certaines n'ont pas pu participer aujourd'hui. Merci. Voilà, bonne fin d'année à tout le monde. Eind van het jaar aan iedereen. Veel succes met de COVID natuurlijk en tot volgende keer. Dag. Nog bedankt Rita. Dag.